Bonjour à tous et bienvenue sur Tuto Blender. Vous êtes ici dans la 15e vidéo du cursus d'apprentissage de Blender pour les débutants. Et comme à mon habitude, je vais mettre à l'écran un lien vers la toute première vidéo du cursus, ainsi qu'un lien vers la vidéo précédente à celle-ci. Dans cette vidéo, par contre, nous allons parler du curseur 3D dans Blender. Le curseur 3D dans Blender, vous l'avez certainement déjà vu depuis que... vous ouvrez Blender et vous le voyez de base. En fait, c'est cette petite cible que vous avez au centre de votre scène, en noir, blanc et rouge, et qui reste par défaut au centre de l'origine du repère de votre scène. Néanmoins, depuis le début, depuis que vous utilisez Blender, que vous avez commencé, vous êtes sûrement aperçu déjà que Blender a un système de sélection qui est très particulier parce qu'il faut faire un clic droit pour sélectionner ces objets. Et si on veut valider ou utiliser des widgets ou quoi que ce soit, il faut faire un clic gauche. Donc vous êtes très probablement déjà mélangé depuis le début et il vous est sûrement arrivé de déjà déplacer ce curseur 3D n'importe où dans la scène 3D en faisant un clic inverse de celui que vous aviez défini pour votre sélection. Donc si je fais un clic gauche, moi, alors que je sélectionne un clic droit, si je fais un clic gauche qui part dans ma scène, mon curseur se déplace et vient se snapper à l'endroit où je viens de cliquer. Et à ce point-là, vous vous êtes sûrement dit « Oh mon Dieu, mais je viens de détruire ma scène, quelque chose va arriver d'horrible et je sais pas comment je vais faire pour le récupérer. » Non, en fait, il n'y a aucun danger à ce niveau-là. La seule chose que vous avez changé, c'est donc la position du curseur 3D qui définit les coordonnées de où apparaissent vos objets, vos primitifs dans votre scène. Donc, si je fais Shift A ici, et que je fais Mesh UV Sphere par exemple, je vais rajouter une UV Sphere, elle ne se rajoutera pas au centre de ma scène, mais elle se rajoutera à l'endroit où se trouve mon curseur 3D. Et ça, c'est sa fonction première. À ce curseur 3D, la première fonction qu'il a vraiment de base, c'est de définir les coordonnées d'où apparaîtront les primitives, les objets que vous créerez dans votre scène. Je vais supprimer ma sphère qui est ici, mais ce curseur 3D ne se limite pas juste à définir l'endroit où apparaîtront les nouveaux objets. Déjà, comme je viens de parler d'endroit, de position, de coordonnées, on peut retrouver ces informations si on fait apparaître avec N le panneau des propriétés qui est sur la droite, qui est ici, et dans le sous-onglet qui est déjà déroulé, qui s'appelle 3D Cursor qui est là, vous avez la position, enfin location en anglais, en X, Y et Z, et on voit que la position de curseur est actuellement à moins 1 sur l'axe des X, moins 47 sur l'axe des Y, et 2,5 sur l'axe des Z. Donc si jamais le fait que vous ayez déplacé votre curseur 3D, que vous l'ayez mis n'importe où dans votre scène, vous dérange à ce point-là, vous faites N, vous faites apparaître donc ce panneau-là, vous arrivez sur l'onglet 3D Cursor qui est ici, et vous avez juste à remettre à 0 les trois options qui sont là, et pouf, vous avez remis votre curseur 3D à 0. Ça marche dans ce sens, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Plutôt que de devoir cliquer à un endroit en particulier dans votre scène pour pouvoir placer votre curseur exactement où vous le voulez, mais du coup c'est approximatif parce que ce n'est qu'un clic, vous pouvez ensuite venir modifier ces paramètres à la main ici, sur chacun des axes, de manière beaucoup plus précise. Et qui plus est, vous pouvez directement rentrer les coordonnées que vous voulez. Si je veux que mon curseur 3D soit positionné en 2, 3 et 1, pouf, ça y est, c'est fait. Mon curseur 3D est exactement en position 2, 3, 1 sur Blender. Voilà. Donc ça c'est pour l'instant la base avec le curseur 3D. Et vous voyez que vous l'ayez bougé ou non jusqu'à présent, ça ne changeait pas grand chose. Au lieu d'ouvrir ce panneau N pour remettre à 0 chaque coordonnée, vous avez aussi le raccourci clavier qui est Shift C, qui va vous permettre de automatiquement remaxer à 0 ces trois positions en X, Y et Z. Et ça vous remet votre curseur 3D en plein centre de votre repère. Je vais enlever le panneau N pour l'instant, et je vais passer, il y a encore deux points très importants à voir avec ce curseur 3D. Le deuxième, c'est que ce curseur 3D va vous servir de point de snapping. Point de snapping, quand je dis snapping, c'est quelque chose qui se clipse, qui vient s'accrocher à un objet, qui vient se coller à ce point. Donc, pour découvrir ça, je vais vous faire découvrir un panneau très 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 utile dans Blender, qui est le panneau Shift S. Et ce panneau Shift S, c'est le panneau des snapping. Dans ce panneau, vous allez voir que toutes les options que vous voyez ici, à part la toute première qui parle de sélection et de grille, vous allez avoir le curseur qui va rentrer en compte dans chacune des autres options de ce panneau de snapping. D'où le fait que le curseur 3D soit
soit un outil de snapping aussi, en plus d'être un outil d'apparition, enfin de position où apparaissent les projectives. C'est-à-dire que vous allez avoir selection to cursor, selection to cursor avec l'offset, cursor to selected, cursor to center, cursor to grid, cursor to active. À chaque fois, vous avez le curseur qui rentre en compte. Donc, on va essayer de passer par chacune de ces options, en commençant déjà par la sélection to grid, selection to grid. Ça, c'est clair, ça vous dit que la sélection, que vous savez définir actuellement, la sélection c'est ce qui est entouré de orange actuellement, c'est le premier des paramètres que vous avez dans cette option, sélection, et la deuxième que vous avez en compte, c'est la grille. Et la grille, c'est ce que vous voyez, c'est le panneau que vous voyez ici qui définit votre échelle dans le repère que vous utilisez. Et quand on dit ça, c'est qu'on veut que notre sélection se snap sur l'intersection de la grille la plus proche. Donc si je le fais actuellement, ma sélection c'est mon cube, et ma grille étant mon repère, et mon cube étant placé pile au centre de mon repère, mon cube ne changera pas d'endroit, de position. Et si jamais je prends mon cube, je fais G, et que je le déplace un peu aléatoirement, parce que je le place à la mano là, ici, clairement je peux vous certifier que ce cube n'est pas centré sur un nœud de ma grille, sur un point d'intersection de ma grille. D'ailleurs, si je fais N et que je vais prendre les points de transforme, les points de position de mon cube, je sais qu'il est à moins 1,6, donc déjà il n'est pas à 1 ou à 2, il est à 1,6, à moins 70,2 et à 1,8. Donc, tant que ces chiffres-là ne sont pas entiers et non décimaux, je peux vous certifier que mon cube n'est pas sur un point concurrent de ma grille. Là, par contre, quand je fais Shift S, ce cursor to grid va être utile et va en fait snapper mon cube à l'intersection de ma grille la plus proche de cette position 3D. Cette position 3D représente la position du point orange de mon cube. Si je suis en mode édition et que je déplace mon cube, j'insiste encore une fois sur ce tuto là-dessus, et que je repasse en mode objet, mon cube, la position de mon cube en vue 3D, c'est la position de ce point orange. D'ailleurs, ça n'a toujours pas changé, les valeurs sont les mêmes ici. En mode objet, en mode édition, et je vais en faire un CTRL Z pour remettre le cube ici. Et donc si je fais mon Shift S et que je fais mon Selection to Grid, je vais avoir mon cube qui a légèrement sauté dans la scène 3D et qui s'est snappé sur ici une position exacte de -2, -1 et 2. Et là voilà, vous avez la première option de ce panneau de snapping. Mais bon, ça c'est pas vraiment l'objet de ce tutoriel. L'objet du tutoriel, je vais faire Alt G ici, c'est le curseur 3D qui est là, que je peux déplacer n'importe où dans ma scène, en cliquant avec un clic gauche. Ce curseur 3D peut être un point de snapping. Donc si je fais Shift S et que je passe sur la deuxième option, elle me dit que je vais faire un snapping de ma sélection vers mon curseur. Donc c'est-à-dire que je prends ma sélection qui est actuellement mon cube et je le snap sur mon curseur qui est actuellement ici à côté dans la scène 3D. Et ça va faire exactement ça. Si je fais Shift S, je fais la deuxième option, pouf, ma sélection qui est mon cube vient se snapper sur mon curseur. Et pareil, ça aurait pu être si je fais Alt G, Alt, ça annule n'importe quelle opération qu'on fait avec derrière. Donc G c'est pour déplacer et bouger mon cube ailleurs. Si je fais Alt G, j'annule tous les déplacements que j'aurais pu effectuer au préalable sur mon cube. Et ça marchera très bien avec Alt R ou Alt S. Je ne sais pas si je l'avais dit dans des tutoriels précédents, je pense que oui, mais bon, ça fait pas de mal de rafraîchir un peu la mémoire. Du coup, si j'aurais sélectionné n'importe quel autre objet constituant ma scène, donc ma lampe par exemple, j'aurais aussi pu faire un Shift S, faire Selection to Cursor, et ma lampe se serait aussi snappée automatiquement sur mon curseur 3D à l'endroit où je l'aurais positionné. CTRL Z, je remets ma lampe où je la veux, et on va passer au troisième mode qui est ici, qui est donc le Selection to Cursor. C'est le même que celui de-dessus, sauf que cette fois-ci il précise entre parenthèses Offset. Et oui, parce que imaginons que j'ai une sélection multiple. Donc là j'ai sélectionné ma lampe, mais j'ai Shift sélectionné mon cube avec. Dans ce cas, si je fais Shift S et que je fais un Selection to Cursor, comment se comporteront mes objets ? Naturellement, chaque objet ira se snapper sur mon curseur, c'est ce que je voulais. Donc là, j'ai à la fois mon cube et ma lampe qui sont superposés l'un sur l'autre avec mon curseur 3D. Et à la base, c'est la première chose auquel on pourrait penser. Sauf que, CTRL Z, il est possible que vous vouliez déplacer cette sélection entière en tant qu'un truc fixe. Et donc, vous ne vouliez pas bouger, vous ne vouliez pas avoir d'écart, enfin changer l'écart qu'il y avait entre la position de votre lampe et la position de votre cube. C'est cette sélection entière que vous voulez déplacer sur votre curseur 3D. Et donc vous voulez que le point médian
qui est représenté par nos widgets ici, ce soit lui qui se déplace vers le curseur 3D, avec nos objets bien sûr aux alentours. Et c'est ça que fait cette troisième option, et qui garde offset. Offset c'est le décalage en anglais, qui va garder cet offset entre les différents objets. Et donc maintenant que j'ai cette sélection de plusieurs objets et que je veux les snapper à mon curseur, je vais pouvoir faire cette troisième option, et là on voit qu'on a un résultat qui nous convient plus, qui est, enfin, suivant la situation dans laquelle vous êtes, qui pourrait plus ou moins vous convenir. Voilà. Donc après le snapping, on va invertir. Jusqu'à présent, on partait de la sélection et on allait vers le curseur ou vers la grille. Cette fois-ci, on va faire l'inverse. On part du curseur et on aimerait snapper notre curseur sur quelque chose. Donc, si je snappe mon curseur sur ce qui est sélectionné, actuellement, j'ai une double sélection. Donc, le point médian de ma sélection, c'est celui-ci. Du coup, si je fais Shift S et que je fais Cursor to Selected, pouf, je snap mon curseur sur le point médian de ma sélection. Si je voulais que ce curseur se snap directement sur le centre de mon cube, bah, j'aurais dû sélectionner que mon cube et pas ma lampe. Et là, Shift S, Cursor to Selected, paf, j'ai mon curseur qui snap exactement ici. Jusque là, rien de bien compliqué, tout est intuitif. Cursor sur Center, ça va me centrer mon curseur au centre de ma scène. Et c'est une autre manière encore, plutôt que de venir mettre à zéro, alors pas les dimensions ici, mais dans le curseur 3D, plutôt que de venir mettre à zéro la position de mon curseur, ou de venir faire Shift C pour remettre à zéro mon curseur, on peut faire Shift S et venir cliquer sur Cursor sur Center, et donc ils vont mettre le curseur qui est ici, ils vont le mettre au centre de ma scène. Pouf, ça fait la même chose. Ensuite, Shift S, on va avoir Cursor to Grid. On a déjà vu ce que faisait grille avant. En fait, ça remplace la première option qu'il y avait ici de Selection to Grid, mais cette fois-ci, c'est le curseur qui prend la place de la sélection. Ça fait la même chose tout à l'heure. Ça va venir positionner de manière précise mon curseur sur la grille, mais bon, bah, c'est voilà, de la même manière que ça faisait avec ma sélection. Et enfin, Cursor to Active va venir faire la même chose que le Cursor to Selected. Donc, c'est pareil que tout à l'heure quand je faisais Cursor to Selected, si je clique là-dessus, mon curseur vient se placer pile sur mon cube, au centre de mon cube. Sauf que si je reprends l'état dans lequel j'étais tout à l'heure quand j'ai fait la première fois Cursor to Active, j'avais une sélection multiple. J'avais mon cube de sélectionner, mais j'avais aussi ma lampe de sélectionner. Ce qui fait que le point médian se situait entre les deux. Enfin, voilà. Si je faisais un Shift S et que je faisais un Cursor to Selected, mon curseur vient se sélectionner sur le point médian de ma sélection globale. Si je fais Shift S et que cette fois-ci je prends Cursor to Active, mon curseur s'en fiche que j'ai une sélection multiple. Tout ce qui m'intéresse, c'est la sélection active qu'il y a actuellement dans ma sélection. S'il y a un élément actif. Et l'élément actif, vous le connaissez bien, c'est celui qui est visible, c'est celui qui a été sélectionné en dernier, premièrement, et qui est visible parce qu'il est en orange, en surbrillance. Enfin, en orange surbrillance, non, en orange plus clair que le reste. Ou dans une couleur un peu plus différente que celle des autres suivant le thème de Blender que vous utilisez. Je rappelle que là, je suis sur un thème particulier, je suis allé changer dans les paramètres utilisateurs mon thème de base, j'ai changé pour être sur Elysium, qui est ici. Donc j'ai mis du Elysium, que je trouve plus sympathique. Sinon, votre thème par défaut, normalement, bah, je peux continuer sur le thème par défaut, c'est celui-ci. Que maintenant que je me suis habitué à Elysium, je le trouve un peu plus moche, alors qu'avant j'adorais ce thème, je trouvais ça vraiment super bien. Et à force de m'habituer à Elysium, je le trouve un peu plus moche maintenant. Ouais. Mais bon, si ça peut en déstabiliser moins, bah, en fait, là, suivant ce thème Elysium ou le thème par défaut, ça change pas forcément la couleur de la sélection, mais je dois bien pouvoir trouver un thème ici par défaut qui va changer si je prends hexagone, je sais pas. Hexagone, voilà, hexagone. Si on prend hexagone, la sélection est en bleu. Et c'est même difficile de voir la sélection par la sélection active parce qu'elle doit être sur un bleu un peu plus clair, j'imagine. Mais j'ai du mal à voir la différence entre le bleu plus clair de la sélection active et le bleu de la sélection normale. Donc faites attention, voilà, avec vos différents thèmes. C'est pour ça que c'est super compliqué de créer un thème parce que il faut penser à tous ces genres de petites choses. Et donc voilà. Bref, je suis complètement sur une grosse parenthèse ici. Ce que je voulais dire, c'est que le Shift S, la dernière option qui est ici, va vous permettre de snapper votre curseur sur la sélection active. Et donc là, ça snap sur la sélection, mais même si ma sélection comprend mon cube qui est ici et que mon point médian est là, eh ben, ma sélection active c'est ma lampe, donc mon curseur se snap à ma lampe. Point barre.
On en arrive à la troisième utilité de ce curseur 3D, et je terminerai mon tuto là-dessus, c'est que ce curseur 3D peut aussi vous servir de point de pivot. Donc, en tant que point de pivot, jusqu'à présent, vous connaissez le point médian, enfin le centre de gravité de vos objets. Donc, prenons notre cube par exemple. J'ai déjà fortement insisté sur des tutos précédents et un peu sur celui-là aussi, mais votre objet est représenté en mode objet que par le point orange qui est ici. Toutes les arêtes, les sommets et les faces qui constituent votre objet, ce sont un nuage de points qui sont positionnés dans un repère interne à cet objet-là. Donc lorsque vous êtes en mode édition, là vous allez éditer le nuage de points qui constitue votre objet, et mon objet actuellement s'appelle cube, et donc il est défini par des sommets, des arêtes et des faces qui représentent un cube. Mais si je bougeais ces sommets, ces arêtes et ces faces, si je les déplaçais, juste les déplaçais dans la scène 3D, ou que, je sais pas, j'en prenais un et que je le déplaçais ici, ce n'est plus un cube. Mais ce nuage de points représente mon objet, qui est en mode objet, et positionné à cet endroit-là. Donc, disons que mon objet a sa position dans le repère de ma scène 3D, et sa position actuellement c'est 0, 0, 0, c'est le point orange qui est ici, mais que cet objet définit en interne son propre repère avec ses propres coordonnées, x, y, z à l'intérieur de l'objet, et quand vous êtes en mode édition, chacun des sommets, des arêtes et des faces que vous avez ici, en fait chacun des sommets qui sont reliés par des arêtes et qui eux-mêmes forment des faces, chaque sommet a ses propres coordonnées. Actuellement, ces coordonnées sont identiques, que ce soit en mode édition ou en mode objet, parce que mon objet est situé en point 0, 0, 0 du coordonné de ma scène. Mais si j'avais déplacé mon objet en mode objet ici, si je déplace mon objet là, mon objet se situe en moins 2, 1, 2, 6, 1. En fait, on va faire CTRL Z, on va aller en mode édition. Ce sommet qui est ici est positionné en 6, moins 3, 2. Voilà, ça c'est une certitude. 6, moins 3, 2. Maintenant, on va en mode objet, on déplace mon objet, et on s'est dit, bon, bah, mon objet, maintenant, en Y, il a moins 3. Donc tout à l'heure, mon sommet qui était en moins 3 en Y, il était en 6, moins 3, 2, bah, en moins 3 en Y, maintenant, il doit être en moins 6. Donc vérifions cela. On va se mettre en mode édition, on prend ce sommet toujours, mais il reste en 6, moins 3, 2. Parce que ce sommet a des repères, a des coordonnées de repères qui sont par rapport à mon objet, au repère de mon objet qui est ici. C'est encore une fois, c'est une parenthèse ceci. Et j'insiste fortement sur ça, c'est la différence entre le mode édition et le mode objet. Je vous remets en lien, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo vers le mode objet et le mode édition dans Blender, qui est une vidéo précédente à celle-ci dans le cursus. Si vous ne comprenez pas encore ça, allez y jeter un œil ou cherchez sur internet ailleurs, mais vraiment essayez de comprendre ce concept. Voilà. Je vous dis ça parce que, donc je vais faire des CTRL Z en mode édition, ça marche pas, du coup je vais tout sélectionner, je vais supprimer mon cube et je vais en recréer un. Alors forcément il se crée au curseur 3D, donc voilà, je vais aller en mode objet, supprimer mon objet et recréer un cube, une fois que j'ai fait Shift C pour que mon curseur 3D soit au centre du repère, voilà, hop, je recrée un cube, et donc je reviens là où j'en étais. Donc on parle du point de pivot, qui actuellement est, quand on parle d'objet, l'objet c'est le point orange qui est ici. J'espère vraiment que je ne vous ai pas perdu en partant dans cette parenthèse-là. Mais le point orange qui est ici, c'est mon objet. Donc quand je fais une rotation, je tourne mon objet par rapport à ce point de pivot. Et quand je vais en mode édition et que je déplace mes points ici, si je repasse en mode objet et que je fais une rotation, je tourne aussi mon objet par rapport à ce point de pivot. Donc on voit que mon cube se déplace autour de ce point de pivot. Et on fait une rotation autour de ça. Ça, c'est une première chose, une première manière de tourner autour des objets. En général, normalement, on essaie de faire en sorte que mon objet, tous les sommets qui sont autour de mon objet, soient bien positionnés autour de ce point de pivot de cet objet en particulier, d'accord, de ce point orange. Parce que ce point orange est censé être le centre de gravité de mon objet. Et en tant que centre de gravité, il est censé être à peu près à la médiane, un point médian à tous mes sommets, mes arêtes et mes faces. C'est pour ça qu'on prend l'habitude de toujours modéliser un objet au centre du repère de ma scène, au centre de ma scène, pour éviter d'avoir des problèmes avec ce centre de gravité. Lorsqu'on passe du mode objet au mode édition, on déplace nos points, tout ça, il est très facile de faire une erreur à un moment, et donc de changer ce point de pivot. Et du coup, pour pouvoir avoir encore une mainmise et pour pouvoir continuer de faire ce genre de rotation là, ici là,
on a ce curseur 3D qui peut nous permettre de faire ça à notre place, enfin de changer le point de pivot et que Blender considère ce curseur 3D comme étant le point de pivot de notre objet. Et même en étant CTRL Z, même en étant dans cette configuration-là, avec le point orange qui est bien au centre de gravité de notre objet, on serait capable de faire tourner notre cube autour d'un point de pivot qui serait différent du centre de gravité de cet objet. Exemple, sur un cas concret, ça va vous libérer, je pense, les esprits, parce que c'est très théorique actuellement. Pas théorique, mais c'est que des paroles, et voilà. On va vous montrer ça en action. Si je change mon point de pivot, je le mets quelque part dans la vue 3D, n'importe où, et je dis que du coup, par rapport à ce que je suis en train de modéliser, je veux que mon objet, quand je le place dans ma scène 3D, je veux le placer et le tourner autour de ce curseur 3D qui est ici. Eh bien, le menu déroulant des différents points de pivot se trouve ici en bas. Et je vais pouvoir changer le point de pivot sur différents types en particulier. Je pense que j'en ai déjà parlé dans des vidéos précédentes et que j'ai déjà fait la distinction entre le Active Element, le Medium Point et le Individual Origin qui est là. Maintenant, je vais vous montrer le 3D Cursor qui est là. Donc si on clique sur 3D Cursor, on a maintenant le widget qui vient de sauter directement sur mon curseur 3D qui est là, parce que tout se passe plus par rapport à l'origine de mon objet, mais par rapport au curseur 3D. Et si je fais un clic gauche, n'importe où dans ma scène, je bouge non seulement le curseur 3D, mais aussi les widgets, parce que c'est, quand j'ai sélectionné mon cube, les widgets qui définissent la position, la rotation et tout de mon cube, et l'agrandissement, se basent sur ce curseur 3D. Et maintenant, je peux faire n'importe quelle transformation sur ce cube, mais ils s'appliqueront à partir de ce curseur 3D. Ça change pas grand chose, ça change rien en fait pour ce qui est de déplacement, parce que en fait tout ce que ça fait c'est que je dois cliquer sur les widgets à partir d'un point différent dans l'espace pour déplacer mon cube, mais mon cube, ses coordonnées restent axées sur le point orange qui est là. Donc mon cube est encore positionné en 0, 0, 0, qui est défini par ce point orange et jamais par le curseur 3D. Mais par contre, les widgets sont là, donc quand je le déplace encore sur l'axe Y, et rien ne change en fait. Le déplacement, même en faisant G, ça ne change strictement rien à ce que vous aviez avant. Par contre, lorsqu'on parle de rotation, là on a un changement. Là on peut avoir la même chose que tout à l'heure. Et quand on va tourner mon cube, on va le tourner par rapport à ce nouveau point de pivot qui est le curseur 3D, et que vous pouvez définir précisément en venant définir les positions ici, en venant le snapper sur ce que vous voulez en particulier. Si je veux le snapper sur ma lampe par exemple, je vais faire Shift S et je snap mon curseur à la sélection, ici. Et donc maintenant quand je sélectionne mon cube et que je veux le tourner par rapport à mon point de pivot qui est mon curseur 3D, je peux faire R et je tourne mon cube par rapport à ma lampe. Et lorsque je vais mettre mon point de pivot n'importe où ailleurs, lorsque je fais un agrandissement ou une réduction, que je changerai la taille de mon cube avec S ou avec les widgets de redimension, je vais redimensionner encore une fois par rapport à mon curseur 3D. Et alors là, vous vous dites, mais c'est n'importe quoi faire un agrandissement comme ça, mais personne voudrait faire ça. Et donc pour ça, je vais vous montrer un cas concret avec l'agrandissement en particulier, l'agrandissement ou la réduction. En tout cas la gestion de la taille de mon objet, et je vais refaire Shift C, remettre mon curseur au centre du repère et remettre mon point de pivot en medium point qui est ici. Et maintenant je vais dire que pour le coup j'aimerais faire une table. Je vais vous montrer avec une table, ce sera mieux. Donc on va aller modéliser une table. On rentre en mode édition pour changer cet objet cube en un objet table. On va dire que les points qu'il constitue soient une table. Donc on va l'aplatir un peu, comme ça on sera sur une paillasse qui sera plate sur le dessus, j'aime bien. Au-dessus, je vais l'étaler un peu parce que je veux une table rectangulaire. Et je vais utiliser un outil de modélisation qui est le CTRL R, le Loop Cut and Slide. Je vais venir faire la molette pour en avoir deux, clic droit pour bien les centrer, l'outil de redimension pour un peu les écarter ici, refaire un CTRL R pour faire encore une double Loop Cut qui est là. Et voilà, tout ce que je me suis fait ici, c'est que j'ai rajouté de la géométrie pour me créer de nouvelles faces, et notamment si je fais CTRL Tab et que je passe ce menu là, je vais faire une sélection par face et je peux avoir accès à ces 4 nouvelles faces ici que je vais me créer en rajoutant de la géométrie, que maintenant en vue de face avec 1, je peux extruder avec E et extruder vers le bas pour venir me créer les pieds de ma table. Voilà, en quelques clics, j'ai pu facilement créer une table. Maintenant, si
je fais une modélisation propre. Là, pour l'instant, j'ai une table qui est bien positionnée en 0, 0, 0. Le point orange est bien en 0, 0, 0. J'ai pas touché en mode objet à sa position, mais on aimerait bien que un props, une table, lorsqu'elle est à sa position par défaut, donc lorsqu'elle est positionnée en 0, 0, 0, je voudrais bien qu'elle soit placée sur le sol. Et je ne veux pas qu'elle interpénètre le sol. Donc, pour bouger l'ensemble des points qui constituent cette table pour que la table soit posée sur le sol sans bouger le point de pivot, enfin pas le point de pivot mais le centre de gravité de ma table, et pour que lui soit positionné encore en 0, 0, 0, il faut repasser en mode édition, tout sélectionner avec A, se mettre en vue de face. Maintenant je vais pouvoir tout bouger pour poser ma table sur le dessus, sur mon sol, sur l'axe X qui est ici, et repasser en mode objet, et là j'ai ma table qui est très bien faite. Ma table qui est créée de manière à ce qu'en 0, 0, 0, elle soit posée sur le sol comme on le veut. La table telle que je l'ai créée maintenant est pratique parce que si je reste même dans le point de pivot par défaut, le point de pivot de l'objet, et que je veux faire un agrandissement ou une réduction, eh bien l'agrandissement ou la réduction se fait par rapport à mon point orange, par rapport à mon objet. Blender agrandit ou réduit cet objet, ce point orange. Et donc, vous comprenez bien que comme les pieds sont sur la table et que le point orange, le point d'agrandissement ou de réduction est placé entre le sol et les pieds de table iront jamais en dessous. Si par contre je passe en mode édition et que là j'agrandis par rapport au point médian, donc ici je suis par rapport au medium point, donc j'agrandis par rapport au point médian de ma sélection, le point médian c'est là où il y a mes widgets qui sont ici. Donc, tous mes points, tous mes sommets, mes faces comme ça et mes arêtes pondèrent ma sélection et donc font que mon centre de pivot, point de pivot et d'agrandissement de réduction se fait par rapport au point médian qui est ici. Donc si je fais S ici par contre, là, comme je suis plus par rapport à mon objet, je suis par rapport à chacun des points et des faces qui constituent mon objet, lorsque je ferai mon agrandissement, ma réduction, mes pieds vont effectivement traverser le sol. C'est plus le cas quand je passe en mode objet parce que mon objet, lui, le point orange est situé ici. Je me répète beaucoup, je pense que j'étale plutôt plus qu'il ne devrait. Vous avez déjà compris la première fois, mais je veux que ce soit bien clair, donc je le répète plein de fois. Je suis désolé si ça en énerve certains, mais voilà, au moins je suis sûr que tout le monde a compris. Mieux vaut ça que personne ne comprenne. Le problème, c'est si on a une autre contrainte. Si cette table en particulier, il y en a plein d'autres dans la scène, mais cette table en particulier, elle est dans un saloon, dans un bar, ça justifie qu'il y ait plein d'autres tables ailleurs, ou dans un restaurant, et que à côté de cette table, j'ai un mur. Je vais faire Shift A, je vais rajouter un mur, je vais le tourner à 90 degrés et je vais le poser bien contre ma table. Et je vais dire que, hop, là, voilà, j'ai un mur et ma table est contre mon mur, ici. Aïe! C'est-à-dire que maintenant, quand je sélectionne ma table et que je veux l'agrandir, elle va interpénétrer, elle n'interpénètre pas le sol, ça c'est très bien, mais elle interpénètre le mur. Et à chaque fois que je l'agrandirai, il faudra que je la redéplace pour qu'elle se cale contre le mur. Bon, ça c'est faisable encore, mais c'est pas ce qu'on veut dans l'exemple actuel, dans l'exemple concret. Je veux qu'en la redimensionnant, elle prenne en compte qu'il y a un mur ici et qu'elle se redimensionne de manière à ne pas pénétrer le sol ni le mur non plus. Et pour ça, il faut que le point de pivot de mon objet soit à la fois entre le sol et mon objet, à l'intersection entre le sol et l'objet, et à la fois entre l'intersection entre l'objet et le mur. C'est-à-dire, il faut qu'il soit ici, à l'intersection entre le mur et le sol. Le mur, le sol et l'objet. Et pour ça, on va utiliser notre curseur 3D. On va dire que c'est le curseur 3D qui va se placer à peu près ici. Et ce sera lui le point de pivot. Donc déjà, je vais mettre le point de pivot en tant que 3D curseur qui est là. Mais là, je l'ai placé à la main, j'ai cliqué, mais je suis pas sûr que sur les 3 axes exactement, j'ai placé mon point de pivot où je le voulais. Donc pour ça, je vais utiliser les propriétés de snapping de mon curseur 3D. Et je vais rentrer en mode édition de ma table. Et je vais dire que avec CTRL Tab, je vais faire une sélection par sommet. Sélectionner chacun de ces sommets-là, ou juste ces deux, ça change rien, en fait ils sont équidistants. Et dire que les widgets, tels que les widgets sont actuellement, les widgets sont positionnés au point médian entre ma sélection, enfin définissent la médiane de ma sélection, le centre de gravité de ma sélection. Et je veux que mon curseur 3D se snap exactement à ce niveau-là. Ça on l'a vu plutôt. On a vu le panneau Shift S qui marche aussi en mode édition.
Et on va dire que mon curseur, je veux qu'il se snap sur la sélection active, sur la sélection pas active, mais sur la sélection point barre que j'ai actuellement. Et ma sélection actuellement, c'est pas un objet, donc il va pas se snapper sur le point orange tel qu'il le faisait en mode objet quand je vous ai montré le panneau tout à l'heure. Mais cette fois-ci, il se snap sur la sélection du mode édition, donc les sommets, les arêtes ou les faces de sélectionner. Pouf! Et là, je suis sûr que mon curseur 3D est exactement placé entre ces deux points-là. Donc je repasse en mode objet, et maintenant que j'ai seté mon point de pivot comme étant le curseur 3D de ma scène, et que je fais un agrandissement ou une réduction, changement de taille, ma table va bien ne jamais rentrer dans le sol, ni traverser le mur que j'ai fixé à côté ici. Ça c'est le dernier point. Je sais pas, là vous vous rendez peut-être pas trop compte à quel point le fait de pouvoir snapper ce curseur sur un point en particulier, faire un Shift S et cursor to selected, ou le fait de pouvoir dire que si je veux fusionner ces deux points entre eux, bon ça j'ai une option pour fusionner, mais si je veux les fusionner directement sur le curseur 3D, je vais faire Shift S et je vais dire que je veux que la sélection aille sur mon curseur, pouf, et là voilà, j'ai mergé sur mon curseur, même si j'ai un outil 3D, j'ai le Alt M qui permet de le faire. Cursor, je pense que c'est ça, bon ça fait la même chose, mais là j'ai pas d'autres exemples qui me viennent en tête, mais pour l'instant vous n'allez sûrement pas l'utiliser. Même le mode de pivot du curseur, vous n'allez pas forcément l'utiliser, vous allez faire des modélisations simples, des scènes très simples, mais au fur et à mesure, peut-être qu'un jour vous vous direz, tiens mais en fait ça pourrait m'aider, et juste vous allez trouver un exemple d'utilisation, ça m'est arrivé à moi, c'est comme ça que j'ai commencé à l'utiliser. Au début je me disais mais c'est rien, c'est n'importe quoi, de toute façon cette option de curseur 3D elle existe même pas dans Maya, je pense même pas qu'elle existe dans 3ds Max, c'est un concept super abstrait, et on se dit au début que pourquoi. Et en fait, à force, vous allez trouver de multiples exemples, de multiples cas dans lesquels ça va vous être utile, ça va vous simplifier la vie. Vous allez, moi, quand je suis passé sur Maya, j'avais déjà pas mal d'années d'expérience dans Blender, et j'ai demandé à mes professeurs, mais il est où le curseur 3D? Dans un sens où c'est tellement évident qu'il devait y en avoir un dans le soft. Et ils m'ont dit mais c'est quoi? Bah non, tu crées un locator, c'est un truc interne à Maya, mais tu crées un locator, tout ça, et puis tu fais par rapport à ça. Parce que quand je leur expliquais, je leur disais mais pas le locator, mais je leur disais le curseur 3D quoi. Je peux pas vous expliquer, c'est le curseur 3D, il permet de snapper, il permet de ça, de ça. Je leur disais ce que je pouvais faire avec, mais impossible d'expliquer plus loin ce que c'était. Parce que en soi, c'est dur de trouver les exemples. Là, je vous ai fait un tuto, je vous ai montré ce qu'il peut faire, effectivement. Et là, vous vous dites, ok, bah c'est génial, mais ça m'avance à quoi? Vous le voyez pas comme ça. Vous le voyez seulement quand vous modélisez et que ça vous fait gagner un temps fou à venir snapper rapidement, à choses comme ça. Dans Maya, il faut créer le locator, positionner le locator où on veut, et ensuite dire que ah ben ça c'est la position où je veux et je peux snapper ensuite dessus. C'est simple aussi, mais ça rajoute des étapes que là, bah je sélectionne mon point là, mon curseur, je dis bon bah Shift S, cursor to selected, pouf, mon curseur il est sélectionné, il est snappé où je veux et je fais ce que je veux avec. Et ça peut-être pas à votre niveau actuel, ou alors progressivement à votre niveau actuel, pour des petites choses simples vous allez l'utiliser, mais lorsque vous allez faire des choses plus complexes, même lorsque vous allez arriver en animation, lorsque vous allez faire du setup, beaucoup dans le setup, c'est très précis, il faut placer sur des centres de gravité, enfin des points médians du maillage, tout ça, ça aide énormément. Et lorsque vous faites du nettoyage, de plein de choses, le curseur 3D sauve les vies. Et donc là, pour l'instant, vous vous dites encore que c'est pas grand-chose, et prenez-le comme pas grand-chose. Juste notez dans votre tête ce cours-ci. Cette vidéo, vous notez un peu tout ce que peut faire le curseur 3D, et même si vous l'utilisez pas progressivement, si vous le gardez en tête, dans votre modélisation, lorsque vous allez avancer, un jour vous allez vous dire, tiens, mais ça, en fait, je pouvais le faire avec le curseur 3D. Vous allez essayer, vous allez vous simplifier progressivement la vie, et après, vous ne pourrez plus vous en passer. Vous allez l'utiliser régulièrement, tout le temps, dans toutes vos modélisations. Donc voilà, c'était le petit cours qui en fait est beaucoup plus long que ce que j'imaginais, qui va vous aider sur le curseur 3D, parce que ça lève le mystère sur ce curseur 3D, qu'est-ce que c'est, pourquoi il est là, pourquoi il est tout le temps présent dans la scène 3D, voilà. D'ailleurs, si on veut le faire disparaître, ça m'est même pas traversé l'esprit, mais il y en a peut-être parmi vous qui veulent le faire disparaître. Je pense qu'on doit aller en mode édition, en mode objet par contre. On va en mode objet, je pense, et quand vous faites apparaître avec N le menu des propriétés à droite, j'imagine que 3D Cursor vous met à ça, mais si vous allez sur Display,
display, il doit y avoir un endroit pour décocher le 3D cursor. En fait, je sais pas, shading peut-être. Non, je vois pas. Je vois pas d'option. Pourtant, je suis sûr qu'il doit exister une option là-dedans pour faire disparaître le curseur 3D. J'y ai pas pensé avant le tuto, je vais pas essayer de voir. Ouais. Vous pouvez vous mettre en Only Render ici. Et là, vous voyez que ce que vous aurez au rendu. Bon, vous avez les widgets, mais ça, vous pouvez les faire disparaître ici. Et là, vous voyez que ce que vous voyez en rendu, mais ça vous fait disparaître la grille, les axes de symétrie et tout. Ça vous fait tout disparaître, en fait. Donc, ouais, ça fait disparaître le curseur 3D, mais d'autres choses aussi. La caméra aussi a disparu, les lampes. Non, bah, je vois pas trop. Tant pis. De toute façon, le fait de pas disparaître, c'est, je veux dire, ça déconcentre pas tant que ça. C'est juste que c'est utile pour positionner vos objets là où vous en êtes. C'est juste ça. Donc le raccourci Shift C sera votre ami. Comme ça vous le remet au centre de l'origine. Et si vraiment il vous dérange visuellement, une fois que vous avez rajouté vos objets, bah vous dézoomez beaucoup, vous cliquez ailleurs très loin, et puis vous vous recentrez, et puis voilà, vous bossez sans votre curseur. Et puis c'est tout. Donc voilà. Bon, je vais conclure ce tutoriel là-dessus. C'est déjà assez long comme ça. Je pensais pas que ça ferait autant de temps. Et je vous dis donc à une prochaine. Salut!